Bien, bonjour les secondes. Je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre cours sur la Renaissance. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous ai accueilli avec un petit extrait d'une chanson bourguignonne du XVe siècle de Guillaume Dufay, qui permet de découvrir un peu l'ambiance sonore de cette époque que l'on étudie et qui a contribué à un renouveau dans le domaine artistique et culturel et qui s'appelle la Renaissance. Nous sommes toujours, du moins, nous sommes toujours dans le grand 2, la Renaissance, effervescence artistique et vision renouvelée de l'homme dans les arts. Nous en avons fini avec le grand A, la Renaissance 1, reflet de l'humanisme, et donc nous allons poursuivre notre avancée dans le cours. Donc aujourd'hui, au programme, eh bien, l'affirmation du statut de l'artiste. Donc on va voir que petit à petit, c'est au cours de cette période que on va commencer à réellement parler d'artistes pour qualifier ces auteurs de sculpture, de peinture de la Renaissance. Et donc on va voir, on va travailler du moins à partir de cette problématique, comment le statut de l'artiste évolue-t-il et s'affirme-t-il au cours de la Renaissance. Donc, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen Âge, eh bien, l'artiste était un peu considéré comme un artisan. Vous savez, un artisan, c'est quelqu'un qui, par exemple, va fabriquer les objets, je sais pas moi, un potier, par exemple, qui va fabriquer des pots, en céramique, un boulanger, on utilise toujours ce terme aujourd'hui, on dit que c'est un artisan boulanger, donc quelqu'un qui, va fabriquer des objets des choses avec ses mains et qui vont être ensuite vendus. L'artiste, au Moyen Âge, était plutôt considéré comme un artisan, c'est-à-dire il faisait des choses avec ses mains et qu'ensuite il vendait. Et puis, progressivement, au cours de la période que l'on étudie, eh bien, il va acquérir de plus en plus de liberté, en quelque sorte, et va affirmer réellement son génie créateur. Parce que c'est un peu ce qui caractérise un artiste, c'est qu'il est doté d'un certain génie, hein, quel que soit son domaine d'expressivité, hein. Aujourd'hui, quand vous parlez d'un artiste musical, eh bien, il est censé avoir un génie, hein. Dans le domaine de la musique, c'est pas forcément toujours le cas, mais théoriquement. De même, je sais pas moi, dans le sport, quand on va parler d'un artiste du ballon rond, eh bien, ça signifie que cette personne est censée posséder quelque chose du domaine du génie dans le domaine sportif. Donc, effectivement, quand on commence à parler d'un artiste, c'est-à-dire que ces artisans vont se sentir plus libres, vont affirmer leur génie créateur et ne sont plus seulement considérés comme des travailleurs manuels qui vivent finalement du fruit de leurs travaux manuels. Alors, l'artiste à la Renaissance, celui qui devient un artiste et non plus seulement un artisan, eh bien, il travaille à l'époque rarement seul. Il travaille plutôt dans un atelier et avec des apprentis, et parfois plusieurs apprentis qui vont apprendre à son contact. Mais ça, c'est un peu la même chose qui se passait dans le domaine des artisans, hein. Plus qu'un artisan, eh bien, il avait également des apprentis, hein. Vous savez, c'est toujours le cas aujourd'hui. Si vous partez en apprentissage, eh bien, vous allez apprendre un métier au contact d'un professionnel qui est bien souvent un artisan. Par exemple, si vous voulez devenir, je ne sais pas moi, plombier, vous allez faire un apprentissage auprès d'un, on dirait au Moyen Âge, un maître plombier, même si cette fonction n'existait pas. Mais être un apprenti, c'est en quelque sorte être l'élève d'un maître, être l'élève d'un artisan, être l'élève au Moyen Âge, à la Renaissance d'un artiste. Donc l'artiste, il a des apprentis dans son atelier et il va leur transmettre en quelque sorte son savoir et il va leur fournir un certain nombre de connaissances. En échange, évidemment, il était rétribué la plupart du temps par les familles. Euh, donc, Par exemple, Léonard de Vinci, hein, le maître de la Renaissance, eh bien, il a été l'apprenti très jeune, hein, rappelez-vous, on en avait parlé, il est parti à l'âge de 5 ans comme apprenti dans l'atelier d'un grand maître italien, hein, d'un grand peintre italien qui s'appelait Verrocchio.
Alors à la Renaissance, l'artiste voit son statut évoluer, hein. Dorénavant, il est pleinement reconnu. Comme je vous l'ai dit, il n'est plus seulement un artisan, il est pleinement reconnu pour le génie qu'il possède. Et dorénavant, d'ailleurs, il n'hésite pas à signer ses œuvres. Ça vous paraît évident aujourd'hui, vous savez, quand vous avez un tableau, je sais pas moi, de Van Gogh, je sais pas moi, de Bernard Buffet, de Gustave Courbet, de Delacroix, eh bien ces tableaux sont signés. En bas à droite, vous allez trouver la signature du maître, qui permet d'ailleurs de l'authentifier souvent. Eh bien, au Moyen Âge, bien souvent, les tableaux n'étaient pas signés, hein, ils étaient finalement, comment dire? Des œuvres, qui restaient anonymes parce que, l'artiste ne jugeait pas, digne d'apporter sa signature en bas de son œuvre et le commanditaire, celui qui lui avait commandé l'œuvre, n'avait pas, envie que la signature de l'artiste apparaisse en bas de cette œuvre. Eh bien, dorénavant, il n'hésite pas à signer ses œuvres et aussi certains vont même jusqu'à peindre leur autoportrait, hein, ce qui pourrait être considéré comme quelque chose de particulièrement, finalement, prétentieux, de se peindre. Eh bien, on sait, hein, vous l'avez vu dans un cours précédent, on a les autoportraits de Titien, des autoportraits dessinés au fusain de Léonard de Vinci, on a un autoportrait de Raphaël. Donc les peintres de la Renaissance n'hésitent plus à peindre leur autoportrait. Et certains vont s'imposer de leur vivant comme de véritables artistes que vont se disputer les princes, qu'ils soient laïcs, c'est-à-dire non religieux, ou les princes religieux, qu'on appelle aussi les princes ecclésiastiques, c'est-à-dire les évêques, les archevêques, les cardinaux. Donc, ils vont se disputer ces artistes pour les mettre à leur service et pour contribuer à leur gloire, soit en peignant le Seigneur et sa famille, soit en illustrant une chapelle, comme par exemple Jules II avec Michel-Ange. Donc, ces artistes deviennent l'objet de nombreuses convoitises, comme le sont aujourd'hui les œuvres d'art des artistes qui font à chaque fois l'objet d'enchères mirifiques lors de ventes aux enchères dont on peut entendre de temps en temps le montant qui peut nous paraître complètement faramineux. Donc, nous allons voir en grand C comment la Renaissance artistique devient progressivement un phénomène européen. Et pour cela, nous allons réfléchir à la problématique: où la Renaissance a-t-elle vu le jour et où s'est-elle diffusée? Alors, pour voir où elle a vu le jour, eh bien, je vous propose cette carte qui vient du manuel Belin donc de 2019, hein. Donc, ce n'est pas votre manuel, mais c'est une carte qui nous indique les différents foyers de Renaissance et qui nous montre également dans quelle direction s'est diffusée la Renaissance. Alors, cette carte, pour la comprendre, il faut regarder la légende hein, qui est à sa droite. Donc, il y a plusieurs choses hein, sur cette carte. C'est une carte assez riche. Des éléments qui concernent plutôt la partie précédente, hein, quand nous avions travaillé sur l'humanisme. Hein, donc, c'est tout ce qui est en orange, hein, les différents foyers de l'humanisme, comment l'humanisme s'est diffusé. Donc, on retrouve des éléments qu'on a déjà vus. L'Europe des imprimeurs, donc avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans ce qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique à l'époque. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en rouge, donc l'Europe de la Renaissance, donc avec les foyers de la Renaissance, les artistes qui sont en rouge, quoi, en blanc, ils sont écrits en blanc encadrés de rouge, et puis ce qu'on appelle des mécènes, on y reviendra, comme la famille Médicis, par exemple, à Florence. Alors, concernant la Renaissance, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de foyers en Italie, hein, notamment autour de Rome, autour de Florence, autour de Venise. Ce n'est pas un hasard parce que tout simplement, la Renaissance est apparue en Italie. Pourquoi elle est apparue en Italie? Eh bien, pour plein de raisons, hein, notamment le fait qu'en Italie, il existait, du fait de l'éclatement hein, de la péninsule, hein, qui n'était pas un État unifié à l'époque, hein. Il n'y avait pas de royaume d'Italie, il y avait de nombreux États en Italie, et il y avait de nombreuses familles riches et puissantes qui vivaient dans ce pays.
notamment des riches familles à Rome, à Florence, à Venise, et puis dans toutes les petites villes que vous voyez par ailleurs, à Padoue, à Ferrare, à Pise, à Sienne, à Naples, etc. Et ces familles cherchaient à montrer leur richesse, puisque c'était des familles riches, il fallait montrer sa richesse, et donc il fallait eh bien, édifier les plus beaux monuments, et glorifier leur nom, hein. Ces familles voulaient que leur nom passe à la postérité et reste à la postérité après leur mort, avec des œuvres d'art, par exemple. Donc, ces grandes familles vont se faire mécènes et vont s'attacher des artistes renommés. Alors, qu'est-ce que c'est être un mécène? Mécène, ça vient d'un prince, donc vous avez la statue, ici pas d'un prince d'ailleurs, plutôt un aristocrate, un riche romain qui était un proche de l'empereur Auguste. Donc ce personnage qui s'appelait Mécène avait vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein. Il est mort en 3 avant Jésus-Christ si mes souvenirs sont bons. Et il est célèbre et il est passé à la postérité parce qu'il a consacré toute sa fortune à soutenir les artistes de l'Empire romain, les poètes, les écrivains, les sculpteurs. Donc, il est financé pour réaliser des œuvres. Et le fait pour une personne riche de financer les artistes pour qu'ils réalisent des œuvres, eh bien, ça s'appelle le mécénat. Donc, le mécénat était fortement développé en Italie, hein, cette protection, ce financement qui est donné aux artistes, aux savants, aux hommes de lettres, par un riche personnage, un puissant personnage, et en retour, bien évidemment, ces artistes doivent honorer leurs bienfaiteurs. C'est la moindre des choses. Donc, ben, vous voyez par exemple que eh bien, Michel-Ange, eh bien, il a travaillé dans sa vie, il a travaillé pour les Médicis à Florence, puisqu'il était né, rappelez-vous, proche de Florence. Et puis, il a surtout ensuite travaillé pour les papes à Rome. Donc, il a eu comme mécène les Médicis à Florence et les papes Sixte IV ou Jules II. Rappelez-vous, c'est Jules II qui lui a commandé le plafond de la chapelle Sixtine. Évidemment, en échange de son travail, il était rémunéré. Donc, c'était comment dire, un échange de services, hein. Le mécène rétribuait l'artiste et l'artiste contribuait à la gloire du mécène. Donc, on voit qu'il y a de nombreux mécènes, hein, en Italie, hein, comme les Médicis, les papes, la famille d'Este à Ferrare, les Sforza à Milan. Et, et c'est donc en Italie que va démarrer la Renaissance, hein, aussi du fait que les œuvres humanistes, rappelez-vous, avaient été récupérées notamment en Italie du Nord, hein, et que donc l'étude des arts de l'Antiquité s'était particulièrement développée également en Italie. Euh, et donc, c'est en Italie que de nombreux artistes vont affluer finalement dans un souci de se perfectionner au contact des artistes italiens, justement. Et ce phénomène du mécénat va contribuer justement à attirer aussi beaucoup d'artistes qui veulent se faire finalement engager au service des différents protecteurs. Et donc, ça va contribuer ensuite à la diffusion de la Renaissance artistique en Europe parce que vous allez avoir des artistes français, des artistes du Saint-Empire, qui vont venir en Italie pour se mettre au service de ces mécènes. Et puis ensuite, ils vont rentrer dans leur pays en apportant les nouvelles techniques qui ont été développées, comme le sfumato, la perspective, la symétrie, etc. Donc la Renaissance de là va gagner les Flandres, hein, cette région, avec de grands artistes, par exemple, comme Van Eyck, dont nous avons déjà parlé, mais aussi Bruegel ou Métis. Donc, un personnage comme Van Eyck, rappelez-vous, va développer le souci du réalisme, hein, rappelez-vous, avec les époux Arnolfini, l'essor du portrait, la description de l'homme et du monde qui l'entoure est de plus en plus précise. On le voit ici, hein, les descriptions sont vraiment extrêmement précises, les détails également sont extrêmement précis. Et puis, de nouveaux thèmes apparaissent avec les artistes flamands, comme eh bien, les natures mortes, mais aussi les peintures de paysages. Alors rappelez-vous, hein, les développements de la symétrie, du point de fuite, ces techniques qu'on avait déjà vues. Donc, voilà pour ce qui est du développement de la Renaissance dans les Flandres, mais ce courant va gagner d'autres régions.